La Banque populaire de Chine qui frappe donc une nouvelle fois contre le Bitcoin. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE, donc la Banque centrale chinoise, c'était vendredi, qui déclare illégales les transactions sur les crypto-monnaies. La pub pour le Bitcoin et l'Ethereum, notamment les pubs seront interdites. On se dit pas de pub, plus de transactions, c'est assez radical pour le coup comme décision, non? Oui, c'est assez radical. Ça vise à effectivement empêcher ou tout au moins limiter l'utilisation des crypto-monnaies. C'est pas simplement le Bitcoin, hein, c'est l'ensemble des crypto-monnaies. Oui, oui. Et donc oui, c'est assez radical. C'est pas la première fois que la Chine Hausse le ton. hausse le ton sur les crypto-monnaies. Ça a commencé au printemps. Oui. La Banque centrale de Chine apparemment a l'intention de lancer sa crypto-monnaie. Donc voilà, oui, non, mais c'est clairement un message assez fort envoyé. Pourquoi est-ce que Pékin resserre encore plus les taux sur les cryptos? Bon, alors, il y a... Parce que là, ça y est, on est à la phase ultime. C'est interdit, c'est illégal, quoi. Donc, Ouais, il y a deux grandes critiques qu'on peut faire aux crypto-monnaies. La première, et qui est quand même liée à ce qui est vu par certains comme la qualité essentielle des crypto-monnaies, c'est que ça permet de faire des transactions sans être suivi. Ouais. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que, et c'est là que la Chine a frappé, en fait, pour entrer dans le marché des crypto-monnaies, vous êtes obligé d'aller à un moment donné changer n'importe quelle autre monnaie, des dollars ou des yuan, en crypto-monnaie. Et là, vous allez devoir passer par un intermédiaire. Et dans le monde d'aujourd'hui, ça a été très renforcé dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de l'argent et le terrorisme. En fait, tout intermédiaire financier qui fait une transaction et qui vous échange de l'argent contre quelque chose est obligé de garder la trace de cette transaction. Donc il y a toujours une trace. Donc votre identité, il est censé s'enquérir de votre identité et conserver cette identité en lien avec la transaction qui a été réalisée. Et donc, dans une chain de Bitcoin, on peut voir à quel moment vous êtes intervenu par cette information. Vous voulez me dire quoi, là? Ben, je veux vous dire quoi? C'est que, en fait, le Bitcoin, ce qu'on peut reprocher au Bitcoin, c'est de pouvoir faire des transactions en dehors de toute régulation et de toute surveillance, et donc en dehors de toute régulation juridique. C'est ce qui fait la force du Bitcoin, de pouvoir effectivement faire des transactions anonymes. Et là où la Chine cherche à lutter contre cette caractéristique des crypto-monnaies, et ce qui en est vraiment en fait le point de départ est probablement la qualité essentielle. Et elle le fait en jouant dans ce point d'entrée en fait. C'est-à-dire que c'est impossible de vérifier si vous utilisez ou pas des bitcoins. Mais par contre, c'est possible de vous flasher au moment où vous entrez dans le bitcoin, ou éventuellement vous en sortez. Et donc c'est là que la Chine cherche à intervenir. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun particulier qui peut trader, qui peut spéculer sur le Bitcoin aujourd'hui en Chine? Alors, en fait... Ou c'est plus complexe que ça? Il ne pourra pas le faire en achetant des Bitcoins dans son ordinateur, sur son ordinateur chez lui, en Chine. Par contre, rien ne l'empêche de partir avec du cash, d'aller dans un pays étranger. Alors, ça rend un peu plus complexe comme opération. C'est un peu plus complexe, mais bon, enfin, en même temps, on peut imaginer des systèmes qui simplifient un peu ça. Accéder à du Bitcoin en dehors de la Chine et ensuite faire des transactions sur le Bitcoin dans son portefeuille, ça, personne ne pourra le voir à partir du moment où il ne passe pas par un intermédiaire financier, en tout cas localisé en Chine. Quand la Banque centrale chinoise nous dit que les cryptos ont perturbé, je cite, l'ordre économique et financier, engendrant des activités illégales et criminelles, telles que le blanchiment d'argent, c'est pas un peu excessif? Et quel est l'objectif qui est recherché par Pékin, encore une fois, après ces annonces? C'est vraiment d'éliminer la spéculation, d'éradiquer les activités criminelles? Enfin, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Les crypto-monnaies sont utilisées pour échapper à la surveillance des systèmes de régulation juridique, des États, des banques centrales. Dans une approche libertaire, on peut dire que c'est pour échapper justement aux abus de pouvoir de ces institutions. Mais de l'autre côté, on sait aussi que le Bitcoin est utilisé pour des transactions illégales. Voilà. Alors, après, pas seulement. Quelle est la part des transactions illégales dans l'utilisation du Bitcoin? Personne ne sait. Personne ne sait. Bon, maintenant, c'est indiscutable que le Bitcoin est utilisé pour des transactions qui ne sont pas légales. Ça, c'est indiscutable. Le cours du Bitcoin a, pour le coup, à peine réagi après ces annonces, qui sont quand même assez, on l'a dit, assez radicales. On est encore une fois, là, à midi, autour des 43 000 $. C'est pas surprenant, ça?
Alors, c'est un peu surprenant. On aurait pu s'attendre à Bah quelque ouais. chose de plus violent. En tout cas, quand Elon Musk fait des annonces sur le Bitcoin, ça a plus d'impact finalement que la République populaire de Chine. Ceci étant dit, sur le fond, en fait, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire que en voulant interdire le Bitcoin, Pékin montre aussi que le Bitcoin est quelque chose de souterrain, de sous-marin, qui permet de circuler dans cet univers parallèle dans lequel les États ne sont pas. Et donc, même s'il va rendre très compliqué l'accès aux particuliers en Chine aux crypto-monnaies, en revanche, enfin, ça souligne ce côté pirate, en fait, pirate au sens hors des lois établies des crypto-monnaies. Et donc, voilà, c'est une monnaie dématérialisée. Les Chinois qui veulent continuer à utiliser cette monnaie dématérialisée, ils le feront. Il n'y aura pas l'engouement populaire qui est derrière, mais l'engouement populaire qui est derrière, l'attraction que faisait par exemple cet actif, si on peut appeler ça un actif, mais enfin en tout cas, le côté très très spéculatif du Bitcoin. Donc vous achetez des Bitcoins et puis 5 ans après, vous avez multiplié par 100 votre portefeuille, ça a attiré beaucoup de particuliers. Mais c'est probablement pas l'essentiel des transactions aujourd'hui sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin blacklisté en Chine, c'est une réalité aujourd'hui, même s'il y aura toujours des moyens détournés de... Ouais, alors il y a un autre aspect en Chine aussi là, qui est du coup impacté par cette décision, c'est les fermes de minage, qui étaient une activité assez florissante en Chine en particulier, et donc qui là vont être aussi interdites. Donc il y a à la fois l'accès au Bitcoin à travers des plateformes par les particuliers. Et la fabrication. Mais aussi la fabrication, en quelque sorte, des crypto-monnaies, avec un argument de ce côté-là qui est énergétique. Écolo, oui, enfin en tout cas la consommation d'énergie est totalement affolante en fait, parce que par rapport au service rendu par la crypto-monnaie, la quantité d'énergie qui est consommée n'a aucun sens par les serveurs et par le principe de fonctionnement en fait, principalement du Bitcoin, qui est une proof of work, et donc qui demande à ce que vous ayez des ordinateurs qui travaillent de plus en plus, qui fonctionnent de plus en plus, qui calculent de plus en plus pour arriver à faire fonctionner le système. Et ça devient un élément macroscopique en quelque sorte. Et c'est peut-être ce qui, en ce qui concerne le Bitcoin, pourra peut-être le faire tomber, parce que voilà, cette consommation énergétique, elle le rend en fait assez matériel. Il faut que ce soit localisé quelque part, ça va se voir, et ces activités de minage pourraient être interdites, ce qui favoriserait d'autres crypto-monnaies qui sont beaucoup plus économes en énergie. Dernière question, je ne sais pas s'il y a un lien, même pas en 30 secondes, mais est-ce qu'il faut faire le lien entre la descente aux enfers d'Evergrande, qu'on a largement commenté ici, et ce nouveau tour de vis sur les cryptos? Il n'y en a aucun. Non, je pense qu'il n'y en a absolument aucun, mais en tout cas, il n'y a pas de lien, mais il y a un point commun, qui est cette régulation monétaire et financière assez autoritaire de la Chine, avec, dans certains cas, certains avantages. Enfin, la faillite, ou la menace de faillite d'Evergrande est quand même une des plus massives de l'histoire financière, et elle se déroule dans un climat de faible panique, on va dire, c'est-à-dire avec le sentiment que les autorités chinoises ont vraiment toutes les clés en main et vont pouvoir organiser... Bien piloter ça. Beaucoup de liquidités qui est donnée par les banques centrales. Oui, et d'un côté, un État qui volera au secours au dernier moment. Et qui va pouvoir geler localement, en quelque sorte, le système financier en disant, voilà, vous avez des créances sur Evergrande, vous allez attendre 1 an, 2 ans qu'on résolve l'histoire, et vous n'allez pas vendre, et vous n'allez pas déclencher une crise financière. Donc là, il y a cette espèce de puissance autoritaire de la Chine qu'on retrouve un peu dans les crypto-monnaies. Tout le monde est un peu embêté par les crypto-monnaies. Ça consomme beaucoup d'énergie, ça permet d'échapper au système, mais donc le système n'aime pas trop qu'on échappe au système. Ça finance des activités en partie, en tout cas ça permet un certain nombre d'activités illégales. Il y a des spéculations massives dessus qui font que ça a un pouvoir d'attraction sur un certain nombre de personnes qui est totalement déraisonnable. C'est pas... Je veux dire, tout ça n'est pas... En tout cas, du point de vue du système, quelque chose de très raisonnable. Et là, la Chine arrive et puis montre que, les fermes de minage, on arrête. La pub, on arrête. Les sites, les plateformes de trading, c'est terminé. Voilà. Et puis, alors, donc cet autoritarisme semble, en tout cas, se manifeste dans ces 2 circonstances, avec quelques vertus. Maintenant, peut-être que les personnes qui préfèrent la liberté à l'autorité verront aussi que même s'il y a des côtés séduisants dans l'autorité, il peut y avoir
eh ben, l'aspect embêtant de l'autorité, c'est-à-dire c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà, c'est le principe. Allez, merci. Merci beaucoup. Explication. Point de vue signé Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Merci. Merci David.